Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h06, merci d'être avec nous. L'intervention de Meyer Habib vous a fait réagir, je le sais. 0826 300 300, si vous voulez vous exprimer, vous le faites clairement. Maxime Trouleau, regardons aussi le reste de l'actualité. C'est demain cette cérémonie d'hommage aux victimes françaises du Hamas. Oui. Mais regardons le reste de l'actualité. Quels sont les sujets qui émergent? Avec quoi nous commençons? Eh bien, on peut parler, si vous voulez, Jean-Jacques, de l'attractivité de la France. Allez, l'attractivité de la France, c'est intéressant. Oui, tout à fait, puisqu'il y a un indice qui a été publié aujourd'hui par le réseau des conseillers du commerce, les experts du commerce extérieur. Eh bien, selon ces indices, tous les critères de l'attractivité de la France reculent cette année, en particulier celui sur la sûreté des personnes. Alors on a par exemple la sécurité juridique, moins 3,9 points, l'environnement culturel, moins 4,5 points, la qualité de vie en France, moins 5,5 points. Mais alors la sûreté des personnes, Jean-Jacques, moins 11,8% d'un indice qui est donc à la baisse désormais depuis l'année 2020. Il y a une ambiance générale inquiétante, dit ce rapport, notamment ressentie dans la zone Asie-Pacifique puis en Amérique du Nord. Bien, je vais prendre Samir dans un instant qui voulait réagir à Meyer Habib. Mais auparavant, puisqu'on parle d'insécurité, je vais prendre Yves qui est à Arcachon. Bonjour Yves. Oui, bonjour Jean-Jacques, oui. Merci d'être avec nous. Yves, vous vouliez réagir après l'attaque au couteau au marteau et au couteau qui a eu lieu gare de Lyon à Paris? Hein? Oui, bon, si vous voulez, a priori, donc le Malien va être mis en examen ce matin pour tentative d'assassinat et non pas pour terrorisme. C'est ce que j'ai oui, tentative d'assassinat et non pour terrorisme, parce qu'il n'a pas prononcé. Il n'a pas il n'a pas revendiqué une attaque terroriste au nom de la religion. Oui, mais est-ce que le fait de dénigrer la France, de vomir sur la France et d'une façon préméditée, puisque il y a 2 mois, le 2 décembre, il avait dit dans 3 mois, je demanderai à Allah de m'accueillir mais la haine du français, la haine de la France, mais c'est une cause de terrorisme. Ce n'est pas il n'y a pas besoin d'être religieux. Pourquoi est-ce que le terrorisme ne serait que le terrorisme religieux? Oui, c'est une qualification. Oui, mais Yves, ça va pas changer grand-chose dans la procédure et dans le jugement. Hein. Dans la procédure, je ne sais pas, mais sur les motivations, à la base, ça me semble quand même... on a le droit de défendre la France et d'être fier d'être français. C'est de la haine anti-française. Ah complètement. Il a exprimé une haine anti-française. Ça, c'est complètement vrai. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok. D'ailleurs, faudra qu'on m'explique comment se fait-il. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure entre 9h30 et 10h. Faudra qu'on m'explique comment se fait-il qu'il ait pu exprimer sa haine des Français de la France sur TikTok, qu'on l'ait laissé l'exprimer longtemps, qu'il ait recueilli combien d'abonnés? Plusieurs milliers, oui. Plusieurs milliers? C'est ce que je ne comprends pas. Donc, les réseaux sociaux, encore une fois, qui sont pointés du doigt, montrés du doigt, encore une fois, et toujours le même débat. Est-ce qu'il faut réguler les réseaux sociaux ou pas? Si on régule, est-ce une atteinte à la liberté de chacun? C'est toujours le même débat, Yves. Oui, mais est-ce que justement les services qui sont chargés de la surveillance ne peuvent pas dire que je vois pas pourquoi on se refuse de dire que c'est terroriste comme attaque. On se refuse parce que les définitions sont très strictes. Moi, je peux pas vous répondre là. Il faudrait que je relise les textes, mais il y a des raisons. Hein. C'est pas une volonté particulière. Il y a des raisons. C'est
Je ne sais pas exactement pourquoi le caractère terroriste n'a pas été retenu. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que il a été il est mis en examen. Il va être mis en examen pour tentative d'assassinat. Pour tentative d'assassinat. Donc bon, là c'est clair. C'est clair. Et sans doute avec préméditation, puisque il a porté ses accusations contre la France et les Français. Oui, mais les suites judiciaires ne seront pas les mêmes, parce que si vous voulez, le terrorisme, c'est une cour spéciale de magistrats, oui. Et donc ce ne seront pas les mêmes suites judiciaires, ce ne sera pas le même traitement. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, effectivement, on posait une question, pourquoi ce n'est pas qualifié d'attaque terroriste. On va essayer de se renseigner, Yves, pour essayer de savoir. Dans tous les cas, merci beaucoup d'être intervenu. Samir voulait réagir à ce qu'il avait entendu dans la bouche de Meyer Habib. Bonjour Samir. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Samir. Vous allez bien ? Oui, très bien. Que vouliez-vous dire ? Je vous ai pas eu depuis la dernière fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai Samir. Bon, vous êtes toujours à Lyon ? Toujours. Toujours chauffeur de taxi à Lyon ? Toujours. Toujours. Dites-moi, les taxis, toujours en colère ? Bah, c'est de pire en pire, hein, Jean-Jacques. C'est de pire en pire. Ouais. L'essence, mais et là ils vont nous pondre une loi comme quoi par rapport aux licences aussi. Enfin, c'est le parcours du combattant, mais on s'accroche. Oui, vous accrochez. Oui. Bon, bah, vous savez qu'à Lyon on est présent maintenant, hein. Oui, je sais. 105.8 la fréquence, hein. Exactement. Elle fonctionne bien. Est-ce qu'elle fonctionne bien ? Tiens, disons clairement les choses. Oui, elle fonctionne bien, mais vers 10h, ça coupe. Vers 10h, ça coupe. Oui, et ça revient vers 11h30, midi. Ah bon ? Ah mais non, mais c'est intéressant ce que vous dites là. On va transmettre immédiatement. Ça coupe vers 10h. Ah bon ? Vers 10h du matin, ça coupe. Il y a une autre radio qui se met, je sais plus c'est quoi. Et après, ça revient vers 11h, 11h30, ouais. Bon. Midi, on va dire. Et la qualité d'écoute, quand ça marche bien ? Oui, elle est très bien. Elle est très bonne. Impeccable. Bon, d'accord. Ouais. Bon, écoutez ça, on va transmettre, hein. Évidemment, c'est intéressant. Samir, vous avez réagi, vous avez écouté Meyer Habib. S'il a été invité, je vous explique pourquoi. Parce que certains disent, mais comment peut-on inviter Meyer Habib ? Mais pardon, Meyer Habib, il est député français, il est député de cette région. Député des Français vivant dans toute cette région. Donc, il est logique qu'il soit invité. Bon, maintenant, il tient des propos. Samir, que vous contestez. Oui, et parce qu'il a un double discours, ce monsieur. Jean-Jacques. Allez-y, Samir. C'est-à-dire devant vous. Moi, je suis quelqu'un de, franchement, je me considère comme un pacifiste. Parce que j'ai fait le tour de la question. Enfin, bref, on va pas rentrer dans les. Mais ce monsieur, si vous voyez les propos qu'il a tenus sur les Palestiniens et sur la bande de Gaza, mais moi, j'aurais tenu ces discours sur des Juifs, mais je serai en prison, là, monsieur Bourdin. Vous le savez, à l'heure actuelle, je serai en prison. Je serai en prison. Il a traité les Palestiniens d'animaux. Il a traité les mères palestiniennes je vais pas dire le mot parce que c'est écœurant. C'est écœurant. C'est écœurant. Et il vient, et là, il pleure, il fait, moi, j'arrive pas à comprendre comment ce monsieur, il est encore député. Comment il représente la France avec les propos qu'il tient. Et c'est pas parce que c'est la Palestine. C'est pour tout le monde pareil, monsieur. Oui. D'accord ? Nous, quand on faute, on est puni. D'accord ? Donc ce monsieur, il a fauté plusieurs fois. Il est encore député. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça se passe. Moi, je suis pas dans les. Mais ce qu'il faudrait, c'est des hommes de paix. Parce que ces gens-là, ils souffrent sur les braises. Parce que devant vous, ils vous disent non, moi je suis pas pour. Je suis pas. Lui, il est carrément pour. Comme il disait tout à l'heure, la Palestine du Jourdain à la mer. Lui, il est pour le grand Israël. Allez voir et vous verrez. Le problème aujourd'hui, c'est que côté israélien, beaucoup sont pour Israël du Jourdain à la mer, et côté palestinien, beaucoup sont pour rayer Israël de la carte. C'est tout le problème. Mais comme je vous dis, c'est un double discours. C'est un double discours. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, y a pas de problème. Moi, j'assume. Moi, je vous ai dit. Mais moi, ça qui me gêne, c'est que des gens comme ça, qui fautent et qui continuent à s'exprimer et qui continuent à faire les victimes. Alors que les victimes, il y a eu on sait ce qui s'est passé le 7 octobre. Personne le nie, ça. Personne le nie, Jean-Jacques. Mais 27 000 morts. 27 000 morts, dont plus de la moitié sont des enfants et des femmes.
Et j'ai pas entendu un mot de compassion de sa part. C'est ça qui me choque. Pas un mot sur vous. Mais regardez Gaza, vous allez. Mais j'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots. C'est scandaleux qu'un monsieur comme ça continue à représenter la France et à crier haut et fort qu'il est ce qui débite. C'est à vomir. Excusez-moi des mots, c'est à vomir ce qui débite sur les réseaux sociaux. Et devant vous, il vient, il fait tout propre, tout. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas. Moi, franchement, j'ai plus les mots. En tant que citoyen, je suis écœuré. Et il n'y a pas que lui, hein. Il n'y a pas que lui. Je parle de la politique en général. C'est écœurant, monsieur Bourdin. Les gens sont écœurés. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, le désespoir. Oui. Attention. Oui. Je vous l'avais dit il y a quelques mois en arrière. Oui. La colère gronde. C'est plus de la colère. C'est en train de se transformer en haine. Les gens ont la haine, Jean-Jacques. Et c'est pas que le conflit israélo-palestinien. Mais je sais, Samir. C'est une accumulation. Oui. C'est une accumulation. Vous vous rendez compte? L'inflation, tout augmente, et ces messieurs du Sénat, ils s'augmentent de 300 et 700 euros. Comment on prend ça, nous? Alors que nous, on galère pour mettre les pleins dans nos voitures. Comment on prend ça, nous? Hein? Qu'est-ce que vous allez expliquer après aux gamins qui foutent le bordel en bas des quartiers et tout, quand ils voient ça? Comment vous pouvez les convaincre de leur dire que non, ce que vous faites, c'est n'importe quoi? Vous n'avez plus d'arguments, vous n'avez plus rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà. Il faut donner la parole à des hommes de paix, monsieur Bourdin. Il faut donner la parole à des hommes de paix. Il faut plus parler avec ces gens-là, parce que ces gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est la destruction et dominer. C'est tout ce qu'ils ont, moi, comme projet. Moi, c'est ce que je vois dans ces gens-là. Et c'est dommage. Bien. C'est dommage. Merci, voilà. Samir, dans tous les cas, et je suis content de vous avoir donné la parole. Chacun a le droit à la parole, je le dirai toujours, hein, jusqu'au bout de ma vie professionnelle. Chacun a le droit de s'exprimer. Dominique est dans le Vaucluse. Il sera avec nous dans un instant, à Roussillon précisément. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Trollo, vous avez vérifié. Pourquoi est-ce que le caractère terroriste de l'attaque de la gare de Lyon n'a pas été retenu? Parce que c'est assez flou. En fait, le code pénal, que dit-il? Il définit ces actes terroristes, je cite, comme un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Oui. Effectivement, c'était peut-être pas le cas pour la gare de Lyon. Le geste ne portait pas atteinte à l'intégrité du territoire national. C'est ça. Et certains chercheurs, là j'ai lu plusieurs articles qui expliquent notamment qu'il faut qu'il y ait une volonté de déstabiliser la société dans le but d'imposer une certaine idéologie. Là encore, on n'y est peut-être pas encore. Bien. Voilà pourquoi le caractère terroriste n'a pas été retenu. Bien, il n'empêche que la justice va travailler, va passer. Oui. Et évidemment. Il est 9h22. Bien, d'autres sujets qui font réagir. Avant de reparler des SUV, de quoi vous vouliez... Tiens, ce sujet... c'est Santé publique France, hein, je crois, qui en a parlé hier. Tout à fait, oui. Une inquiétude sur la santé mentale, psychique, psychologique des jeunes Français. Oui, c'est une étude qui porte sur l'année 2021. Souvenons-nous, en 2021, c'était encore le Covid. 4,2%, c'est ce que dit l'étude, 4,2% des 18-85 ans ont pensé au suicide cette année-là. 4,2 dont plus de 7% des 18-24 ans. Davantage les femmes d'ailleurs que les hommes. Et en 2021, que dit l'étude également, plus de 10% des 18-24 ans ont déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie. C'est 2 fois plus qu'en 10 ans. Voilà, alors, témoignage, pour corroborer ce que vous venez de dire, de Dominique, qui est à Roussillon. Bonjour Dominique. Bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, Dominique, et vous recevez de plus en plus de jeunes qui souffrent d'anxiété. C'est cela ? Alors oui, je reçois beaucoup de jeunes sportifs parce que je me suis orienté dans cette démarche depuis un certain temps. Oui. Et effectivement, depuis les années 2021, j'ai rencontré de plus en plus de jeunes patients qui souffrent notamment d'anxiété, mais de perte de repères. Oui.
c'est vraiment flagrant, c'est-à-dire que quelque chose qui revient dans leur discours et qui est vraiment passé sous les radars, c'est quand on a commencé à définir qui était essentiel et non essentiel, les métiers non essentiels. Et quand vous êtes avec un sportif de haut niveau, par exemple un jeune sportif de haut niveau qui veut faire une carrière de sportif de haut niveau, il entend parler de non essentiel, mais il a plus le droit de s'entraîner, il a plus le droit d'aller dehors, il est empêché de faire sa pratique sportive, parce que ça a été le cas, je vous le rappelle, eh bien, il se demande... Période, oui. Oui, il se demande si, comme la pharmacie, pas la pharmacienne, mais la parfumeuse, la coiffeuse, etc., il n'est pas non essentiel. Quand on est non essentiel à une société, on se pose des questions sur son devenir. Deuxième chose... Aujourd'hui, aujourd'hui, vous recevez toujours autant de jeunes ? Je reçois beaucoup de jeunes, mais c'est le discours qui a changé. C'est quoi le discours aujourd'hui ? Le discours, c'est où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi mon pays? Parce qu'en fait, ils sont complètement perdus. Il n'y a plus de leadership. Il n'y a plus personne qui donne une voie, une stratégie, qui définit ce que sera le pays demain. Ils me parlent de beaucoup de choses. Ils me disent, en fait, j'ai pas commencé à travailler réellement et je n'entends parler que de taxes. Je n'entends parler que d'impôts. Je n'entends parler que de dettes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose, moi, à mon niveau? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je ne serai pas mieux dans un autre pays? Donc on voit aussi énormément de jeunes qui quittent la France. Ce qui veut dire, Dominique, que le discours politique, entre autres, mais pas que politique, médiatique ou autre, est un discours terriblement alarmiste et anxiogène. Anxiogène parce que on n'offre aucune perspective et aucune solution. Quand je parle de perspective et solution, si on avait un grand leader, c'est-à-dire un président de la République, je vous le rappelle, Jean-Jacques, et c'est pas à vous que je vais faire la leçon, mais notre président de la République a été élu sans avoir fait campagne. Il n'a pas défini quel serait le projet politique du pays, quel serait le pays à 5 ans, à 10 ans et à 15 ans. Il est sans arrêt dans les revirements, en même temps à droite et en même temps à gauche. Alors que la jeunesse, aujourd'hui, ce qu'elle a besoin, c'est qu'on lui éclaire le chemin. Elle a besoin de parents. Elle a besoin d'une structure sociale, elle a besoin d'un environnement sécure. Je reprends ce que vous avez dit il y a 5 minutes sur les statistiques qui ont été données sur l'insécurité, les pertes. Eh bien, ces jeunes-là, ils en ont pleinement conscience. On leur parle aussi de l'insécurité écologique, de cette espèce de grand magma là qui fait que la planète va mourir. Imaginez ce qu'est un jeune de 18 ans qui se sent totalement désarmé, qui a un sentiment d'incompétence par rapport à ce qu'il peut faire, quand il entend dire qu'il n'y a pas d'avenir écologique et que lui tout seul ne peut plus rien faire et qu'on décide un coup de faire le tout au gaz et puis on dit, ses parents lui disent, bah tu vois, maintenant qu'on a équipé la maison au gaz, on me surtaxe, j'y arrive plus. On me met à tout électrique. Maintenant que la maison est électrique, on a acheté une voiture électrique, l'électricité a augmenté dans des proportions monstrueuses. En fait, ceux qui sont les plus capables aujourd'hui d'être des éponges de ces informations sont complètement perdus et surtout n'ont pas envie de vivre dans ce monde pour rattraper les bêtises qui sont décidées aujourd'hui et celles qui ont été décidées hier. Et je souscris totalement, Dominique, et ça me fait plaisir d'entendre vos propos, parce que je ne vois, il n'y a pas un responsable politique qui tient un discours, le discours qui devrait être tenu à l'égard des jeunes. C'est la raison pour laquelle la plupart des jeunes, d'ailleurs, se détournent de la vie politique et ne vont pas voter. Mais évidemment, parce que je me mets à leur place. Franchement, je me mets à leur place. Est-ce que ça vous donne envie d'aller voter aujourd'hui quand vous avez 25 ou 30 ans ou 20 ans? Franchement, non. Mais absolument pas. Non. D'ailleurs, si j'avais 20 ans, je me poserais la question sans cesse. Je n'irais sûrement pas voter. Je ne vois rien d'intéressant dans le paysage politique. Bien, merci beaucoup, Dominique. Merci, c'est très très intéressant ce qu'on vient d'entendre. Alors, autre chose. Il paraît qu'on fait de moins en moins l'amour. Dites-moi, non mais c'est... Il paraît. Et là encore... Maxime Trouleau, c'est dramatique. Que se passe-t-il? En rapport avec ce qu'on vient d'entendre, peut-être? Oui, c'est ce que j'allais vous dire, Jean-Jacques. Là encore, les jeunes sont très concernés. Alors c'est pareil, le résultat d'une étude publiée par l'IFOP, 1 Français sur 4 n'a pas fait l'amour au cours de ces 12 derniers mois, Jean-Jacques. En 2006, c'était moins d'1 sur 10. Et là encore, donc, les 18-24 ans sont les plus concernés par cette baisse de rapports sexuels. Un Français sur 4 en âge de faire l'amour.
toujours. Hein. Oui, bien sûr, absolument. Bien sûr, alors, bien sûr. vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas, vous appelez, vous témoignez. On va pas laisser ce sujet, on laissera ce sujet à Brigitte Lahaye, bien sûr. Mais bon, pourquoi pas? Je voudrais terminer avec les SUV. Oui. Ça a fait réagir, évidemment, cette histoire de votation parisienne, un peu, franchement, un peu ridicule. Avec le nombre de votants, on se demande quelle signification ça peut avoir. Alain est à Lyon et Jean-Pierre à Marseille. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mon cher Jean-Pierre. Alors, SUV, que dites-vous? À Marseille, je crois que se passe-t-il à Marseille? Quelle est la situation, d'ailleurs? Bien, écoutez, de toute façon, à Marseille, on circule quasiment pas. Donc, oui. Je sais pas ce qui est le mieux entre la trottinette ou aller à pied ou être en voiture. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on a plusieurs rendez-vous, qu'on a envie de circuler dans Marseille confortablement et en sécurité, on prend sa voiture. Et si on a un SUV qui est très propre, qui a moins d'un an d'existence, je ne comprends pas pourquoi je devrais être taxé à nouveau sur mes stationnements. Moi, j'ai un véhicule qui pollue beaucoup moins que certains plus anciens qui circulent, voire si on fait le bilan carbone des voitures électriques, je pense qu'il y aurait de quoi discuter et parler, à la fois en termes de construction et de recyclage. Pour faire une batterie de véhicules électriques, c'est monstrueux, le bilan carbone, on n'en parle jamais. Donc, les parkings à Marseille sont déjà d'un prix extravagant. C'est une minorité, une toute petite minorité de Khmer verts qui prennent leur revanche de n'avoir pu imposer leur marxisme en prenant une nouvelle religion qui est l'écologisme. Donc on va sauver la planète en interdisant le stationnement des véhicules ou en interdisant les véhicules thermiques. La France représente moins de 1% des émissions de carbone dans le monde, mais ils veulent quand même imposer leur idéologie à tous. Voilà, c'est un scandale. Et j'espère qu'ils seront sanctionnés. Le ridicule ne tue plus. J'espère qu'il peut blesser mortellement. Bon, merci Jean-Pierre. Alain est à Lyon. Alain. Oui, bonjour. Bonjour Alain. La situation à Lyon, alors? Comme elle vient d'être décrite à Marseille, c'est pareil. Circulation impossible. Ils font tout pour rendre l'utilisation de la voiture inaccessible. C'est-à-dire, ils réduisent les voies d'un seul coup, ils suppriment des passages sur les ponts, etc. Oui. Il y a la volonté de sortir la voiture du centre de Lyon. Il y a la volonté de supprimer carrément la voiture. Là, c'est plus la sortir. Là-bas, c'est invivable, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Vous êtes résident du centre de Lyon, Alain? Pardon, non, mais je vais partout. Le centre, Lyon, c'est devenu impossible à rouler pareil, quoi. C'est catastrophique, quoi. Oui. Mais alors, impossible de rouler, justement. Que faire quand c'est impossible de rouler? Moi, j'ai une vision on va pas mettre plus de voitures, déjà qu'il est impossible de rouler. Déjà, moi, j'ai une position qui est différente par rapport à l'intervenant d'avant. C'est-à-dire que moi, je suis écologiste et j'ai un SUV, je tiens bien à dire, et je défends les SUV. Oui. Parce qu'on est en train de mélanger les écologistes comme moi, qui sommes les vrais écologistes, et l'écologie politique. Oui, c'est vrai. C'est l'écologie politique qui a gagné les villes, c'est pas les écologistes. Oui. L'écologie politique, c'est quoi? C'est un petit peu de verts, qui sont des écologistes soi-disant, mais qui sont beaucoup politiques. Et le reste, c'est des groupuscules qui se sont agréés à eux et qui fait qu'ils sont arrivés à avoir une majorité dans certaines villes avec une abstention absolument hors concours, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est des gens de gauche, d'extrême gauche, de tout ce qu'on veut, qui font passer je ne sais pas quoi au nom de l'écologie, quoi. Ils se servent de l'écologie pour pouvoir faire passer d'autres visions. Donc, on est complètement hors du problème écologique, quoi. Parce qu'aujourd'hui, personne ne parle, par exemple, du phénomène El Niño. El Niño est la cause du climat qu'on a actuellement. Ça va durer encore 2 ans. Et personne n'en parle, par exemple. C'est pas les SUV qui font que la température est en train de monter. Non, ce qui fait que la température est en train de monter, c'est que les anticyclones dans le Pacifique sont en train de faiblir, ce qui fait que l'eau chaude remonte et toute la température mondiale est en train de changer. Bon, il y en a pour 2 ans, dans 2 ans, ça va s'inverser, et ainsi de suite. Mais ça, je suis pas complètement certain, mais on verra. Bien, Alain, merci beaucoup. Dans tous les cas, 9h34, parce que je suis obligé de vous couper parce qu'il faut faire la pub. Là, j'ai des cases, des temps impartis. À tout de suite.
Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Nouveau débat autour de l'utilisation des smartphones, des portables dans l'espace public. Nouveau débat aussi sur le rôle des réseaux sociaux. Alors, pour parler de tout cela, Vincent-Paul Petit, qui est maire de Seine-Port, en Seine-et-Marne. Bonjour. Près de 2000 habitants, Seine-Port. Alors, vous avez organisé une votation dans votre commune et les habitants se sont prononcés pour l'interdiction de l'utilisation des smartphones dans l'espace public. Je vais y revenir. Avec nous également Thomas Romer, qui est fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Bonjour Thomas Romer. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. J'avais envie, juste avant de développer l'initiative et de réfléchir à l'initiative de Vincent-Paul Petit, j'avais envie de vous interroger sur TikTok, le rôle de TikTok, à l'occasion de cette agression, gare de Lyon, d'un homme qui, pendant plusieurs semaines, sur TikTok, a insulté la France, insulté les Français, qui a répété qu'il allait s'en prendre à la France et aux Français, avec des menaces. Rien. Il a eu le temps de dire tout cela. Il a eu le temps de dire tout cela pendant de longues semaines. Et même, il a fédéré des milliers de personnes sans qu'il n'y ait aucun contrôle. Il n'y a donc aucun contrôle. TikTok c'est le vaste débat. Faut-il contrôler? Si l'on contrôle, est-ce une atteinte à la liberté de chacun? Bah oui, je pense que le débat il est sur la place publique depuis longtemps. Mais ça on n'a pas de réponse d'ailleurs. Ça montre en effet la complexité de réguler tous ces espaces numériques. Oui. Pourtant, il y a des textes de loi. Les textes de loi en Europe aussi se renforcent actuellement. Se renforcent, oui. On nous dit toujours il y a des textes de loi et les textes de loi se renforcent. Mais d'accord, mais... on est bien d'accord. Nous, c'est un peu la complexité des choses. Vous avez reçu il y a pas longtemps et vous m'aviez reçu à l'occasion l'ancien ministre du numérique qui avait promis en février dernier qu'il y aurait plus d'accès au porno en septembre pour les enfants. Je me souviens. Et alors, on en est où? Ça bouge pas. Ça bouge pas parce que c'est compliqué, parce que on a des magistrats quand on saisit des tribunaux qui ont la main qui tremble, et parce que à chaque fois qu'on a un texte qui arrive sur le devant de la scène, il y a un ministre qui passe derrière et qui change les règles du jeu. Ça veut dire que le porno est toujours accessible sans problème aux enfants. En tout cas oui, et c'est pas prêt de changer. Et ce n'est pas prêt de changer. Bon, écoutez. Alors Vincent-Paul Petit, pourquoi cette initiative? Pourquoi est-ce que vous avez pris... D'où vous est venue cette idée? Dites-nous. Alors cette idée est ancienne, en observant simplement comme citoyen engagé ce qui se passe dans nos rues. Il suffit d'observer les adolescents, tous agglutinés autour à la sortie des collèges ou des lycées, sur leur écran, en rond, comme autrefois. Simplement, ils ont tous leur écran, ils ne se parlent pas. Donc ces observations d'un simple citoyen que je suis, depuis plusieurs années, me conduit à penser qu'il faut proposer autre chose et qu'il faut peut-être imposer autre chose d'une certaine manière et aller jusqu'à un interdit d'un certain nombre d'accès aux réseaux sociaux, aux sites internet, aux jeux pour les enfants, etc. Donc tout un ensemble de mesures. Alors, mais vous voulez l'interdire? Vous voulez l'interdire dans l'espace public. Mais interdire, c'est bien beau, mais quand on crée une interdiction, encore faut-il la faire respecter. Alors, c'est une très bonne remarque, et je n'en ai pas les moyens juridiques. Je n'en ai pas les moyens juridiques. L'idée, vous savez, quand un maire dit que c'est interdit, ça n'est pas sans aucune conséquence. Le débat que nous avons eu dans notre commune, pendant les 6 derniers mois, depuis le mois de septembre, j'avais annoncé au mois de juin aux parents d'élèves qu'à la rentrée, il n'y aurait plus de smartphone dans la commune. Je leur disais régulièrement, méfiez-vous, un enfant qui a un smartphone dans la main est un enfant en danger. Donc si je comprends bien, vous vous adressez avant tout aux parents. Oui, mais sans les culpabiliser. Vous savez, les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Les parents, ils font face à un tsunami absolument terrible de ces réseaux sociaux et ils essayent de se battre. Ceux qui encore résistent face à ce tsunami, pour essayer de sauver leurs enfants, c'est très difficile. Beaucoup ont abandonné.
surtout les milieux les plus populaires, ont abandonné le combat. C'est vrai ce que vous dites, mais je me mets à la place des enfants. Je parle pas des enfants de 10 ans, je parle des adolescents de 16 ou 17 ans. Les adolescents de 17 ans. Vous savez ce qu'ils vous répondent? Laissez-nous tranquilles. Oui. Laissez-nous tranquilles avec nos smartphones. Non, je sais pas ce que vous en pensez, Thomas Romer. Moi, je trouve, si l'objectif de cette mesure, prend Monsieur le maire, est d'inciter à une réflexion collective, sociétale autour de la place de ces outils dans nos vies, je trouve ça intéressant. Mais moi, en effet, ce que j'observe, c'est surtout beaucoup d'adultes qui sont, pardonnez-moi l'expression, complètement déconnants dans l'utilisation de ces outils. Oui, nous ne donnons pas le bon exemple, hein, pardon. Beaucoup plus que les ados. Contrairement aux fake news qui circulent partout, y compris parfois dans les médias ou dans la bouche de nos politiques, toutes les études montrent par exemple que sur les fake news, ce sont les adultes qui en relaient le plus. Toutes. Oui, c'est vrai. On dit aux enfants, faites attention à votre image sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que la France a un record mondial qui est qu'on est le seul pays au monde à avoir eu un ministre en exercice qui s'est fait attraper, pardonnez-moi l'expression, en train de s'astiquer le haricot derrière son écran. Non mais c'est une réalité. Donc moi je veux bien, mais je pense qu'aujourd'hui les parents rencontrent beaucoup de difficultés, vous avez raison, parce que aussi quelque part ces outils sont là. Les adolescents les ont intégrés dans vraiment un espace de socialisation et de quête identitaire. Et ceux pour lesquels ça pose le plus de problèmes, en général, ce qu'on observe le plus souvent, c'est que ce sont des adolescents qui rencontrent d'autres difficultés. Oui, ou des adolescents qui ne rencontrent pas de difficultés, mais qui ont apprivoisé totalement l'usage du smartphone, monsieur le maire. Monsieur Bourdin, oui. Concernant, je lis le Premier ministre. Allez-y. Concernant l'usage des écrans à la maison, nous sommes proches d'une catastrophe sanitaire et éducative chez les enfants et les ados. Catastrophe éducative et sanitaire. Les mots sont durs. Le constat est là. Que faisons-nous maintenant? Vous avez pris un certain nombre d'initiatives, Monsieur Romer, et je ne peux qu'y adhérer et vous féliciter d'un certain nombre de choses que vous faites. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, c'est un tsunami. Vous savez qu'un adolescent, 10-14 ans, 8h30 par jour derrière un écran. 8h30. Mais où prend-il ce temps? C'est pas pour travailler, pour ses devoirs de maths, hein. Il y a quelques minutes là-dessus, quelques dizaines de minutes. Derrière un écran. Bon, Il peut aussi s'éduquer derrière un écran. Sur les 8h30 derrière un écran. Je veux pas défendre à tout prix les écrans. Évidemment. Monsieur Bourdin, tout ça a été mesuré par des études. Sur les 8h30, il y a quelques dizaines de minutes, peut-être 20 minutes, une demi-heure pour l'éducatif. Tout le reste, ce sont des réseaux sociaux, ce sont des jeux en ligne, ce sont des choses qui sont addictives pour les enfants et qui fait qu'il est extrêmement difficile pour les parents de les réguler. Si les parents ne sont pas aidés par des mesures publiques, des décisions publiques, d'une autorité publique, le maire de ma commune, moi j'essaie de le faire, ayant une responsabilité publique sur la cité, il y a des enfants qui sont en danger. Il y a des familles pour lesquelles, la plupart des familles, cette histoire des écrans est un conflit familial interne. Très lourd. Les parents en souffrent. Les grands-parents en souffrent. Alors, on laisse les enfants, les parents tout seuls face à ce déluge. Ce n'est pas possible. Moi, je crois qu'il faut réagir. Je pense que le gouvernement va bientôt le faire. Et j'espère être, disons, la mèche qu'on allume, pour que un jour, le gouvernement prennent des décisions d'interdiction, de restriction ferme, charge évidemment aux émetteurs et aux transmetteurs de tous ces réseaux sociaux de faire appliquer des lois de restriction. Bien, il est 10h moins le quart, vous allez pouvoir répondre Thierry Romer dans un instant, Thomas Romer, dans un instant, après la pub, juste après la pub, à tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il y a Thomas Romer, vous vouliez répondre à ce que venait de dire Vincent-Paul Petit? Oui, parce que moi je me mets aussi à la place des parents qui nous écoutent. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des l'utilisation de ces outils pose des questions. Maintenant, je pense aussi qu'il faut pas voir les choses de manière complètement noire. Il faut aussi faire confiance à nos jeunes. Je vous le dis, moi, les études montrent plutôt autre chose. J'entends le discours du Premier ministre qui dit qu'on est face à un tsunami, mais enfin bon, le tsunami, qui l'a lancé, qui a laissé faire les choses pendant des années.
On dit que les enfants sont addicts aux réseaux sociaux, mais l'éducation nationale, lorsqu'elle oblige les enfants à se connecter 20, 30 fois, 40 fois par jour à une plateforme numérique pour avoir leurs notes, pour avoir accès aux devoirs, etc., est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose? Donc, attention aux problèmes de cohérence sociétale et éducative. Oui, ça c'était. Et je trouve qu'on envoie quand même beaucoup de messages très contraires aux jeunes, alors que moi j'observe surtout beaucoup d'adultes qui sont pas vraiment très à l'aise dans l'utilisation des outils, voire même qui sont au cœur d'énormément de contradictions. Bien, Vincent Paul Petit, vous allez prendre l'arrêté municipal pour l'interdiction. Mais c'est-à-dire, je me mets à la place d'un jeune de 17 ans de Seine-Port. Il est dans la rue, il utilise son smartphone. Il lui arrive rien. Vous pouvez rien faire. Même si un agent municipal passe, là, dans le coin. Vous savez, que va-t-il faire, l'agent municipal? Moi, j'ai deux exemples. Oui. D'abord, la parole d'un maire. Oui. L'arrêté, ça n'est pas rien. Oui. 80% des gens, ils sont sensibles. Donc, ils feront attention. Depuis la votation, que se passe-t-il à Seine-Port? Non, rien encore, parce que l'arrêté n'est pas sorti. Oui, mais nous allons, sur les endroits qui est prévu, interdire, en effet, et donc celui qui le fera, il se sentira mal, je pense, puisque vous savez que cette interdiction... Il risquera rien. Monsieur Bourdin. Au début, il se sentira mal, il sortira discrètement son smartphone, et puis il l'aura fait 2 fois, 3 fois, après il le refera. On va faire un selfie avec le policier municipal. Ouais. Oui. Vous pouvez tourner ça en dérision, mais le sujet, vous verrez, ça va marcher. Quand on jette un papier par terre, un enfant jette un papier par terre, il a un autre camarade qui lui dit non, tu devrais pas faire ça. Ouais. Et bien, il va se passer la même chose. Je veux faire comprendre à tous les habitants de ma commune, et au-delà, si possible, qu'il y a danger avec ces outils. Monsieur Romer est plus dans l'accompagnement de numérique. Non, il travaille, d'ailleurs, il est financé par des grands groupes qui sont dans le numérique. Il le dit lui-même, que c'est pas un scoop. Google finance les actions qu'il mène. Moi, je suis contre ça, évidemment. Et je suis complètement indépendant de ce point de vue. Et j'observe les dégâts pour les enfants, j'observe les addictions, j'observe le niveau scolaire qui descend, j'observe les conflits dans toutes les familles, j'observe des enfants qui sont massacrés. Alors les parents ont leur responsabilité, certainement pas mon idée de les culpabiliser. Je crois que en face d'eux, ils ont des mastodontes avec des capacités marketing absolument inouïes. Comment les aider? Les adultes qui sont dans la rue, qui reçoivent un coup de fil ou qui reçoivent un mail urgent. Le téléphone n'est pas interdit. Non, pas le téléphone, mais un mail. Un mail urgent, un SMS important. Le parent qui est avec son smartphone, pour des raisons professionnelles, qui est dans la rue. Vous faites quoi avec cette... Franchement, des mails urgents, comme vous dites, on les a rendus urgents avec nos dérives sur la façon de travailler avec le numérique. C'est vrai qu'on se passe un peu trop souvent. 5 minutes, ça va. En général, ça peut attendre 5 minutes. Oui. Bon, d'abord, donc il y a aussi une désintoxication des parents. Là, je suis d'accord avec Monsieur Romer là-dessus. Il y a bien sûr une éducation, parce que le problème, il touche aussi aux adultes. Moi, je crois, ma priorité, c'est de protéger les enfants. Mais les adultes sont aussi concernés, et la vie sociale est bousculée par ce numérique. N'est-ce pas à l'origine qu'il faut agir? À l'origine de l'utilisation de smartphones. C'est quoi l'origine de l'utilisation du smartphone? C'est cette liberté totale d'utilisation. Quand on questionne... Vous vous battez contre le porno pour les enfants, mais la liberté totale, il n'y a aucune limite. Non, La loi n'a fixé aucune limite sur l'utilisation. Alors, il y a des limites avec des cadres normalement, si vous voulez, qui peuvent être prévus. Par exemple, il y a eu la loi Blanquer dans les collèges pour interdire l'utilisation du smartphone dans les établissements scolaires. Oui. Au début, tout le monde. Faut se souvenir qu'à l'époque, tout le monde lui était tombé dessus. Oui, c'est vrai. Tout le monde allait dire, bon. Moi, je trouvais ça très cohérent. On a soutenu l'initiative parce qu'on peut pas dire aux gamins vous parlez plus et puis juste donner bonne conscience quand ils rentrent en classe en faisant une séance de sensibilisation sur manger, bouger, sinon vous allez devenir obèse ou non au cyberharcèlement. Donc, je trouvais ça très cohérent. Après ça, je suis pas très pour l'interdiction. Moi, je pense qu'il vaut mieux réguler. Je pense qu'il faut accompagner, parce que l'interdiction, on n'y parviendra jamais. On régule par la loi. On régule par la loi, mais aussi en faisant de la sensibilisation adéquate. Je suis désolé, aujourd'hui, diaboliser les outils, ça apporte pas de solution. Moi, ce que je rencontre, c'est des parents qui sont en effet démunis, qui sont pris dans des contradictions,
Quand on questionne les parents pourquoi le premier smartphone arrive en moyenne à peu près 9 ans en France, fin du CM1, souvent les parents nous disent... C'est là-dessus qu'on devrait travailler. Bah oui, mais parce que les parents aujourd'hui nous disent quoi? Je suis angoissé. Je suis inquiet. J'ai l'impression que la société dans laquelle je vis, elle est un espace de danger pour mes enfants. Et puis parfois, le parent ne sait pas dire non à son enfant. Ça aussi c'est une... Ça peut arriver. Vous savez, on n'arrête pas un tsunami avec des sacs de sable. Il nous faut mettre des barrières. Et ces barrières, elles seront juridiques. Les États-Unis ont engagé, 40 États américains ont engagé une class action contre Meta, parce que les enfants sont abîmés. D'accord. Donc c'est la réponse américaine. Les Irlandais se sont organisés à partir de l'école, dans la commune de Greystone, pour interdire tous les smartphones pour les enfants. Les Espagnols sont en train de bouger. Les Indiens, il y a un village de l'Inde extraordinaire, le maire, 3000 habitants. Il a décidé d'un couvre-feu à 19h pour le numérique, parce que ses habitants ne se parlent plus. Bon. Les Chinois, on en a parlé, mesures autoritaires. Ok. Donc, oui, je pense qu'il ne faut pas des mesures autoritaires à la chinoise ou des contrôleurs qui rentrent dans les familles pour voir le temps d'écran pour les enfants. Mais sur le fond, les petits Chinois, ils apprennent mieux à l'école que nous. Toutes les enquêtes le disent. Donc notre système scolaire est en train de s'effondrer. Une des raisons, c'est bien le numérique. Et l'addiction des enfants au numérique. Pour les tout petits, 2 heures à 3 heures, je sais plus les chiffres, hein, vous avez fait une enquête avec l'Ipsos il y a 2 ans, hein, qui montre que les tout petits, à 6 mois, on a besoin d'un écran à 6 mois. Il y a des jouets. C'est les adultes. Comment? C'est les adultes. Non, mais il y a des jouets il y a Fisher-Price qui sort des jouets bien avec sûr. un écran. C'est vrai. Quel sens ça peut avoir? Et on voit bien que le lobby est absolument puissantissime, hein, pour obliger les parents. Hein, vous voulez être dedans, vous voulez pas être has-been, offrez un smartphone à votre fils le plus tôt possible. Un mot pour terminer, Thomas Romer, ce qui vient d'être dit par... Je peux aussi apporter des contre-exemples. Si vous voulez, quand j'entends le Premier ministre, quand il était ministre de l'Éducation nationale, dire voilà, l'étude PISA, l'étude PISA, ce qui explique l'effondrement de la France, c'est les écrans. Oui. Il suffit de regarder. Il le dit beaucoup quand même. Il suffit de regarder le haut du classement de l'étude PISA. C'est quoi? C'est Singapour, c'est la Corée du Sud. C'est parmi les pays où on utilise le plus d'écrans et où parmi les jeunes jouent le plus aux jeux vidéo. Donc est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de construire une bulle un peu fantasmagorique autour de tout ça, alors que l'enjeu il est avant tout éducatif, de mettre des limites et d'accompagner son enfant. Merci messieurs, merci. On n'a pas résolu le problème, hein. Et on y reviendra évidemment.